La journée était parfaite. Ozzy ressemblait à une reine dans sa robe or et blanche. Le jardin était magnifique, rempli de lys blancs, de rideaux dorés, de musique douce et d'invités souriants. Tout le monde était là pour célébrer ses fiançailles avec Tobor. Les gens prenaient des photos, dansaient, riaient. C'était comme un rêve devenu réalité. Ozzy avait tout planifié elle-même, et tout semblait magique. Elle portait un plateau de vin pour servir les anciens, comme le veut la tradition. Ses mains étaient fermes, son cœur débordant de joie. Puis, alors qu'elle tendait doucement un verre à Mama Ida, sa future belle-mère, tout changea. Sans prévenir, Mama Ida se leva et gifla violemment Ozzy. Le jardin se tut. Tout le monde s'est arrêté. La musique s'est arrêtée. Même les oiseaux semblaient s'arrêter de voler. Les caméras ont cliqué. Les gens ont halté. Certains se sont couverts la bouche sous le choc. La joue d'Ozzy brûlait. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de douleur, mais de choc et de chagrin. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mama Ida cria. « Tu ne sais pas saluer les aînés. Tu ne t'es pas incliné assez bas. » Ozzy resta figée, les mains tremblantes. Elle regarda Tobor, l'homme qu'elle aimait, espérant qu'il dirait quelque chose, la défendrait, la serrait dans ses bras, n'importe quoi. Mais il resta planté là, les lèvres pincées, les yeux baissés, sans rien dire. Le moment qui aurait dû être le plus heureux pour elle devint le plus douloureux. Son sourire disparut. Son rêve venait de se transformer en cauchemar public. Tout le monde regardait toujours. Personne ne bougeait. Personne n'aidait. Et dans ce silence, Ozzy réalisa quelque chose au plus profond d'elle-même. Ce n'était plus une célébration. C'était un avertissement, et sa vie allait changer à jamais. Ozzy se tenait là, la joue encore irritée par la gifle, le cœur battant. Elle était sous le choc, incertaine de ce qui venait de se passer. La douleur ne venait pas seulement de la gifle. C'était la douleur qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, la trahison. Elle avait toujours rêvé de ce moment, le jour de ses fiançailles, entourée d'amour et de joie. Mais maintenant, tout s'écroulait sous ses yeux. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un prenne la parole, la soutienne. Son regard se tourna aussitôt vers Tobor. Il était censé être son protecteur, la seule personne capable de la défendre, surtout dans un moment aussi humiliant. Mais au lieu de se précipiter à ses côtés, au lieu de lui témoigner l'amour et le respect qu'elle méritait, Tobor resta figé. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, comme s'il ne savait pas quoi faire. Le cœur d'Ozzy se serra davantage lorsqu'il se tourna vers elle et dit doucement « Agenouille-toi, s'il te plaît, pour la paix. » C'était comme un coup de poignard dans son cœur. Agenouille-toi. À cet instant, elle se sentait si petite. On ne lui demandait pas seulement de s'agenouiller, on lui demandait de se soumettre, d'accepter que c'était tout ce qu'elle valait, rien de plus qu'une personne humiliée et ignorée. Les mots de Tobor résonnèrent dans son esprit, et pendant un instant, le monde entier se tut. Comment pouvait-il lui demander de s'agenouiller, de s'incliner devant un tel traitement, juste pour préserver la paix? Ne valait-elle pas mieux que cela? Leur amour n'était-il pas plus fort que ce manque de respect? Sa poitrine se serra sous le poids de ses émotions. Elle avait rêvé d'un avenir avec Tobor, de construire une vie ensemble. Mais à cet instant, elle réalisa que son rêve n'était qu'un conte de fées. L'homme qu'elle aimait ne la défendait pas. Il ne la protégeait pas de sa mère, de la femme qui venait de la gifler devant tout le monde. Il refusait de défier la tradition, la cruauté, la façon dont sa mère la traitait. Le cœur lourd, Ozzy se détourna. Elle ne voulait pas pleurer devant tout le monde, ni faire de scène. Elle s'éloigna silencieusement, d'un pas lent et posé. Jolomi, sa meilleure amie, et Shinaza, sa tante bienveillante, la suivirent sans un mot, sentant la douleur d'Ozzy. Elle n'avait pas besoin de lui demander ce qui s'était passé, elle le savait. Les trois femmes quittèrent la salle ensemble, abandonnant le rêve qu'Ozzy avait tant travaillé à créer. Alors qu'elle sortait dans la nuit, Ozzy ne se retourna pas. Les rires et la musique de la fête s'estompèrent. Le magnifique jardin, autrefois empli de joie, était désormais un lieu de tristesse et de perte. Le cœur d'Ozzy se brisait un peu plus à chaque pas. L'homme avec qui elle pensait passer le reste de sa vie était resté les bras croisés, regardant sa mère l'humilier. Et maintenant, elle s'éloignait de la vie qu'elle pensait avoir, de l'homme qu'elle pensait aimer. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait ceci. Elle ne se laisserait plus jamais traiter ainsi. Le rêve qu'elle nourrissait, celui d'un mariage plein d'amour,
de respect, d'un partenariat, s'était effondrée en un instant. Et dès cet instant, Ozzy savait qu'elle devait prendre sa vie en main. Elle avait hâte que Tobor prenne sa défense. Elle devait se défendre elle-même. Au moment où la gifle retentit, Ozzy crut que c'était fini. Elle pensait que ce cauchemar n'était qu'un instant, qu'elle pouvait laisser derrière elle et aller de l'avant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le pire était encore à venir. Quelques heures après avoir quitté la salle, la vidéo de la gifle était partout. Quelqu'un de la fête, peut-être même un invité, avait secrètement filmé l'incident avec son téléphone. La vidéo a été mise en ligne et s'est répandue comme une traînée de poudre. À son réveil le lendemain matin, la vidéo était déjà partout sur les réseaux sociaux. C'était sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les médias. Le pays était sous le choc. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Certains ont pris le parti d'Ozzy, la qualifiant de victime d'humiliation, affirmant que personne ne méritait d'être traité ainsi, surtout pas en public. Ils ont dénoncé le comportement scandaleux de Mama Ida, se demandant comment une mère pouvait traiter sa future belle-fille avec autant de mépris. Ils ont utilisé des termes comme abus, irrespectueux et honteux pour décrire les agissements de Mama Ida. Les partisans d'Ozzy se sont ralliés à elle, publiant des commentaires d'encouragement, offrant amour et prière et exigeant justice. Mais il y avait aussi un autre aspect. Beaucoup ne le voyaient pas ainsi. Certains ont dit qu'Ozzy manquait de respect en ne s'inclinant pas assez bas devant Mama Ida. Ils ont argué que, dans leur culture, la mariée avait le devoir de témoigner du respect aux aînés. Ils pensaient qu'Ozzy aurait dû simplement obéir, accepter la gifle et s'agenouiller comme sa belle-mère le lui avait demandé. Pour eux, Mama Ida ne faisait qu'imposer la tradition et Ozzy avait réagi de manière excessive. Ils ont qualifié son comportement d'impoli, de prétentieux et d'inadapté. Ils l'ont accusé d'ingratitude et de manque de respect pour sa future famille. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord. C'était un véritable débat qui divisait le pays en deux camps. Au fil de la journée, la vidéo est devenue bien plus qu'un simple clip viral. Le sujet est devenu un sujet de discussion nationale. Il y a eu des débats télévisés, des articles en ligne et même des manifestations publiques. Chacun semblait avoir son opinion. Certaines femmes se sont senties inspirées par Ozzy, la voyant comme un symbole de force pour avoir résisté au mauvais traitement. D'autres estimaient que Mama Ida avait été lésée et que la tradition devait être respectée. C'était un combat entre tradition et modernité, entre respect des aînés et défense de soi. Pendant tout ce temps, Ozzy resta silencieuse. Elle ne dit pas un mot. Elle ne souhaitait ni se défendre ni s'engager dans une bataille publique. Elle savait ce qui s'était passé et connaissait la vérité. Mais elle n'était pas prête à parler. Elle n'avait pas l'énergie de supporter le bruit. Le contre-coup de la vidéo l'avait profondément blessée. Mais ce n'était rien comparé à la trahison qu'elle ressentait de la part de Tobor, l'homme qui était censé être à ses côtés. Alors, Ozzy choisit le silence. Se disputer avec des inconnus sur Internet ne l'intéressait pas. Peu lui importait ce qu'on pensait d'elle. Mais sous cette apparence sereine, quelque chose se construisait en elle. Colère, frustration, sentiment d'impuissance. Plus on parlait d'elle, plus elle réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il ne s'agissait pas seulement d'une gifle. Il s'agissait de femmes du monde entier qui avaient été méprisées, à qui on avait demandé de s'agenouiller, de se taire, d'accepter d'être maltraitées simplement à cause de leur sexe ou de leur statut. Ozzy commença à comprendre que ce moment, cette gifle, n'était pas un incident isolé. C'était le symbole de quelque chose de plus grand et elle n'allait pas le laisser passer. Même si elle gardait le silence sur les réseaux sociaux, au fond d'elle, Ozzy se préparait à quelque chose. Elle n'allait pas laisser le monde la considérer comme faible. Elle n'allait pas laisser le monde croire que ce genre de traitement était acceptable. Au fond, Ozzy savait que son silence n'était pas une faiblesse. C'était juste le calme avant la tempête. Et quand le moment serait venu, elle parlerait. Et lorsqu'elle parlerait, le monde l'écouterait. Avant tout ce bruit, avant les claques, avant les caméras et les murmures, il y avait une fille nommée Ozzy. La vie n'avait jamais été facile pour elle. À seulement 9 ans, elle a perdu ses 2 parents dans un terrible accident. Un jour, elle avait une famille. Et le lendemain, elle était seule au monde. Sans frère, pas de sœur. Juste une maison tranquille et des souvenirs douloureux. Après leur enterrement, ses proches l'ont fait circuler comme un bagage. Certains la traitaient comme un fardeau. D'autres remarquaient à peine son existence. Elle a grandi dans le rejet,
enveloppée comme un manteau qu'elle ne pouvait enlever. Mais Ozzy ne s'est pas brisée. Au contraire, elle est devenue plus forte. Elle a appris à survivre, à sourire, même quand son cœur était fatigué. À 16 ans, elle découvre sa passion pour la mode. Elle dessine des robes au dos de ses carnets, s'aidant de son imagination pour échapper à la réalité. Mais les écoles de stylisme coûtent cher, un argent qu'elle n'a pas. Alors, Ozzy commença à fabriquer et à vendre des perles. Colliers, bracelets de cheville. Tout ce qu'elle pouvait créer de beau de ses mains. Après l'école, elle s'asseyait au bord de la route avec un petit plateau et vendait à tous ceux qui passaient. Certains jours, elle ne vendait rien. D'autres fois, elle rentrait chez elle avec de quoi manger. Mais petit à petit, elle a épargné chaque pièce, une par une, jusqu'à pouvoir s'offrir son premier cours. L'école de design n'était pas facile non plus. Certains camarades la méprisaient, la surnommant la fille aux perles. Mais Ozzy n'a jamais laissé la honte l'arrêter. Elle s'est investie chaque jour, a travaillé dur et a appris tout ce qu'elle pouvait. Finalement, son talent a parlé plus fort que son origine. Elle a commencé à créer des vêtements qui faisaient tourner les têtes. Ses créations ont commencé à attirer l'attention. Les clients sont venus. L'argent a suivi. Et le respect. Alors, quand Jolomi, son amie proche et sœur de cœur, s'est assise à ses côtés après la gifle, elle a rappelé à Ozzy ce voyage. Elle prit la main d'Ozzy et dit « Tu n'es pas venu jusqu'ici pour t'agenouiller de honte. » Et ces mots la touchèrent profondément. Jolomi ne parlait pas seulement pour la réconforter. Elle lui rappelait qui elle était. Ozzy n'était pas une fille chanceuse en amour. Elle s'était battue, s'était sacrifiée et s'était reconstruite à partir de rien. Elle avait traversé le feu et en était ressortie resplendissante. Elle avait connu la faim, la douleur et la solitude, et pourtant elle était restée debout. Alors, oui, le monde a vu une fille giflée et humiliée. Mais ce n'était pas tout. Derrière cet instant se cachait une femme faite de fer et de rêves. Une femme qui avait mérité chaque parcelle de son succès. Une femme qui savait survivre à tout, y compris à cela. Ozzy essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. Elle n'en avait pas fini. Pas encore. Ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Ozzy était resté silencieux pendant des jours. Tandis que les gens se disputaient en ligne, que certains la défendaient et que d'autres se moquaient d'elle, elle gardait le silence. Mais au fond, son cœur était rempli. Non pas de haine, mais de force. Elle savait que le monde n'avait pas besoin de cris de joie. Il avait besoin de vérité. Alors, un soir, elle s'est assise devant son ordinateur portable, a pris une grande inspiration et s'est mise à écrire. Le titre était simple, mais il avait du poids. À la femme qui m'a giflé parce que j'étais moi-même. Ses mots étaient doux, mais tranchants. Elle n'utilisait pas d'insultes. Elle n'insultait pas. Elle n'écrivait pas sous le coup de la colère. Elle écrivit du plus profond de son cœur, là où la douleur avait habité, mais où la force avait grandi. Elle commença par parler de cette journée. Comment elle s'attendait à ce qu'elle soit l'une des plus belles de sa vie. Comment le jardin s'est rempli de fleurs, de rires et de rêves. Et puis comment tout s'est arrêté d'un seul coup. Non seulement la douleur sur son visage, mais aussi la douleur d'être traitée comme une moins que rien. Juste parce qu'elle ne s'était pas inclinée assez bas, elle a raconté son histoire. Pas seulement ce jour-là, mais toute sa vie. Elle a parlé de la perte de ses parents, de sa lutte pour survivre, de son dur labeur pour se construire, enfin, de sa capacité à s'affirmer. Je ne suis pas venu jusqu'ici, écrivait-elle, pour m'incliner de honte. Je ne suis ni irrespectueuse ni impoli. Je suis simplement moi-même, et je ne m'en excuserai pas. Elle n'a pas mentionné le nom de Mama Ada. Elle n'a même pas mentionné Tobor. Mais tout le monde le savait. Le message était clair et puissant. Ces mots ont touché le cœur des gens. Au matin, la lettre avait été partagée des milliers de fois. Des blogs l'ont reprise. De grandes pages Instagram ont publié des captures d'écran. Même des sites d'information internationaux l'ont relayée, la qualifiant de « voix de la dignité ». Les commentaires étaient larmoyants. Certains disaient se reconnaître en elle. D'autres ont dit que sa force leur avait donné du courage. Des célébrités ont partagé des photos. Des influenceurs ont loué sa classe. La même fille dont certains s'étaient moqués quelques jours auparavant était maintenant qualifiée de reine, de lionne, de guerrière en talons. Ce qui la rendait encore plus puissante, c'est qu'elle ne cherchait à détruire personne. Elle disait simplement la vérité, et la vérité suffisait. Cette lettre est devenue plus qu'une simple réponse. Elle est devenue un mouvement.
Des jeunes femmes ont commencé à partager leurs propres histoires de honte pour n'avoir pas agi avec modestie. Les hommes ont également pris la parole, affirmant être fiers d'Ossie pour sa détermination. Ossie n'a pas seulement écrit une lettre. Elle a écrit l'histoire. En moins de 24 heures, elle a rappelé à tout un pays et au monde que le pouvoir ne réside pas dans les cris, mais dans la résistance. Et Ossie s'est levée avec une telle élégance que le monde n'a eu d'autre choix que de l'écouter. Internet n'a pas pu rester indifférent. Après que la lettre d'Ossie soit devenue virale, les gens ont commencé à en parler partout. À la télévision, à la radio, dans les écoles, les églises, les marchés, et même dans les groupes familiaux WhatsApp, la même question revenait sans cesse. Une mariée devait-elle toujours s'agenouiller? Ou était-ce juste une autre façon d'humilier les femmes au nom de la tradition? Certains étaient en colère contre Ossie. Ils ont dit qu'elle aurait dû simplement s'agenouiller. C'est notre culture. D'autres l'ont vivement soutenue, affirmant que s'agenouiller n'était pas le problème. Forcer quelqu'un à s'agenouiller alors qu'il est déjà respectueux est mal. La gifler en public, c'est vraiment honteux. Les chaînes de télévision ont animé des débats houleux. D'un côté, on disait que la tradition devait être respectée quoi qu'il arrive. De l'autre, on se demandait, quand le respect se transforme-t-il en contrôle? Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Des hashtags comme #OneOssieSpeak et #IROMenRespect not abuse ont commencé à faire fureur. Des femmes ont raconté leurs propres histoires d'insultes au nom de la culture. Certains hommes ont également admis que ces attentes étaient injustes et dépassées. Puis, un événement surprenant s'est produit. Le chef Macu, un aîné réputé aux valeurs culturelles fortes, est passé à la télévision nationale. Tout le monde s'attendait à ce qu'il critique aussi. Mais au lieu de cela, il a choqué la nation. Il a dit calmement « J'aime nos traditions. J'aime notre culture. Mais je crois aussi en la dignité. Le respect n'est pas un abus. Nul besoin de s'agenouiller pour prouver sa valeur. Et aucune femme ne mérite une gifle pour sa façon de servir le vin. » Le studio resta silencieux un instant. Puis des applaudissements éclatèrent. Les paroles du chef Macu donnèrent à beaucoup le courage de dire la vérité. D'autres anciens ont commencé à prendre la parole, partageant son avis. Ils ont affirmé que la tradition devait être axée sur l'amour et l'unité, et non sur la peur et la honte. Le pays tout entier a été secoué. Il ne s'agissait plus seulement de la gifle d'Ossie. C'était devenu quelque chose de plus vaste, un combat entre les anciennes coutumes et une nouvelle compréhension. Une guerre culturelle avait éclaté, et Ossie, sans même le vouloir, en était devenu le visage. Après tout ce qui s'était passé, Tobor réalisa soudain ce qu'il avait perdu. Ossie n'était plus seulement une jeune fille qu'il envisageait d'épouser. Elle était devenue une voix puissante, une femme respectée par toute la nation. Alors il a commencé à essayer de la reconquérir. D'abord, il lui a envoyé des fleurs, d'énormes bouquets, tous les jours. Des roses rouges, des lys blancs, des mots manuscrits disant « Je suis désolé ». Puis, un matin, les gens ont entendu sa voix en direct à la radio. Tobor pleurait, de vraies larmes, implorant une seconde chance. Il a dit « J'avais peur. Je ne savais pas comment tenir tête à ma mère. Mais j'aurais dû te protéger. J'ai échoué, aussi. » L'extrait radio est devenu viral. Certains ont eu pitié de lui. Ils ont dit qu'au moins, il admettait son erreur. Mais d'autres n'oubliaient pas son silence quand Ossie avait le plus besoin de lui. Il disait qu'il ne parlait que maintenant parce que le monde le regardait. Puis vint le choc. Mama Ida a présenté des excuses publiques. Devant les caméras, vêtue d'un pagne traditionnel, elle affichait une expression humble. Elle a déclaré « J'ai laissé mes émotions me dominer. Je me suis excusée auprès d'Ossie et de sa famille. J'avais tort. » Mais Internet n'y croyait pas. La plupart des gens pensaient qu'elle s'excusait simplement parce que la vidéo de la gifle était devenue virale et que les gens étaient en colère. C'est une façon de limiter les dégâts, ont-ils dit. Elle ne regrette rien. Elle est gênée. Pendant tout ce temps, Ossie est restée calme et silencieuse. Elle n'a rien publié ni répondu. Jusqu'à ce qu'un soir, elle accepte de rencontrer Tobor. La réunion se déroula dans le calme, sans caméra ni journaliste, juste eux deux et Jalomi, restés à proximité pour les soutenir. Quand Tobor la vit, il parut nerveux et ému. Il s'excusa à nouveau, face à face. Il dit qu'il l'aimait toujours, qu'il voulait toujours l'épouser. Mais aussi le regarda avec douceur et dit « Je suis venu ici pour t'écouter, pas pour revenir. » Sa voix était douce, mais ses mots étaient clairs.
Elle le remercia pour ses excuses, mais elle était déjà passée à autre chose. Elle n'était plus la fille qu'il fallait sauver. Elle s'était sauvée elle-même. Elle avait retrouvé sa force. Et tandis qu'elle s'éloignait, la tête haute, tous les spectateurs comprirent que ce n'était plus une histoire d'amour. C'était l'histoire d'une femme qui se choisissait. Aussi aurait pu disparaître discrètement. Après la gifle, le chagrin et le drame, personne ne lui aurait reproché de s'être cachée. Mais au lieu de cela, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a utilisé sa douleur pour aider les autres. Elle a créé une fondation appelée Rise Without Kneeling. Ce nom était porteur d'un message. Il ne s'agissait pas de combattre la culture, mais de refuser que les traditions soient instrumentalisées pour humilier ou réduire les femmes au silence. L'objectif d'Aussi était simple, aider les jeunes femmes victimes de violences psychologiques, réduites au silence ou manquées de respect, au nom du respect. Elle a commencé à visiter des écoles, notamment en milieu rural, où les filles apprenaient dès leur plus jeune âge à ne jamais remettre en question les adultes, même lorsqu'ils leur faisaient du mal. Aussi écoutait leurs histoires, les serrait dans ses bras, pleurait avec eux. Elle accordait des bourses à certains. Elle formait d'autres à la mode et au design, comme elle s'était elle-même formée en vendant des perles. Bientôt, la nouvelle de sa fondation se répandit. Elle fut invitée à prendre la parole dans des universités, à la télévision et lors de grands forums de femmes. Son histoire commença à être étudiée, non pas comme un simple commérage, mais comme un exemple de courage. En classe, les élèves ont discuté de sa lettre et posé des questions profondes. La tradition est-elle toujours juste? Le respect peut-il exister sans peur? Comment donner de la place aux voix des femmes? Même des aînés, autrefois silencieux, ont commencé à s'exprimer. Ils ont dit, nous n'aurions jamais imaginé les dégâts que le silence pouvait causer. Certaines femmes, qui avaient caché leur histoire pendant des années, ont finalement trouvé la force de parler. Elles disaient qu'Aussi avait allumé un feu en elles. Elle ne se vantait jamais, ne criait jamais. Elle marchait avec une force tranquille. Elle disait, je ne suis pas contre notre culture. Je suis contre l'utilisation de la culture pour rabaisser les femmes. Grâce à Rise Without Kneeling, Aussi a distribué du matériel scolaire, organisé des séances de guérison, proposé du mentorat et créé des espaces sécurisés pour les filles lassées de faire semblant que tout allait bien. Elle leur a dit, vous n'êtes pas faibles parce que vous parlez. Vous êtes fortes, et vous n'avez pas à vous agenouiller pour l'amour, pour la paix ou pour votre valeur. Aussi est devenue plus qu'un nom. Elle est devenue un mouvement, un symbole, une sœur pour beaucoup. Ce qui a commencé par une gifle s'est terminé en révolution. Une voix douce à la fois, enseignant au monde que le véritable respect vous élève. Il ne vous rabaisse jamais. Aussi n'était autrefois qu'une jeune femme se préparant au mariage de ses rêves. Mais désormais, elle était devenue la voix de tant de femmes qui n'avaient jamais eu la chance de s'exprimer. Sa vie avait basculé si vite, d'une manière inattendue. À un moment, elle pleurait de douleur, victime de l'humiliation publique. L'instant d'après, elle se tenait sur la plus grande scène de sa vie, la Conférence nationale des femmes. La foule était remplie de femmes influentes venues de tout le pays. Des femmes en tailleur, en vêtements traditionnels, en uniforme. Tous les regards étaient braqués sur Aussi. Lorsqu'elle s'approcha du micro, le silence se fit. Elle souriait doucement, mais sa voix était forte. Elle a raconté son histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que personne qui a transformé la douleur en but. Elle a parlé de son enfance sans rien, de la perte de ses parents et de son parcours difficile pour intégrer une école de design. Elle a expliqué que cette gifle lors de ses fiançailles ne la concernait pas seulement, mais qu'elle avait été un signal d'alarme pour de nombreuses femmes qui souffraient en silence. Lorsqu'elle eut fini de parler, toute la salle se leva et applaudit. L'épouse du président, qui l'observait depuis le premier rang, s'approcha d'elle, la serra dans ses bras et lui dit « Vous êtes le genre de femme dont ce pays a besoin. Courageuse, bienveillante et inébranlable. » À partir de ce jour, la vie d'Aussi a pris de l'ampleur. Des marques populaires ont commencé à la solliciter, souhaitant qu'elle incarne leur message. Elle n'a pas dit oui à toutes, seulement à celles qui correspondaient à ses valeurs. Ses pages Instagram et TikTok ont connu une croissance plus rapide que quiconque l'aurait imaginé. Un jour, elle s'est réveillée et a constaté que le nombre de ses abonnés avait dépassé les 2 millions. Mais ce n'était pas qu'une question de chiffres. Les gens l'écoutaient. Ils lui faisaient confiance. Des jeunes filles lui envoyaient des messages disant « Tu m'as donné le courage de parler ». Des femmes plus âgées disaient « Merci de nous rappeler que notre voix compte ».
Et au loin, observant depuis un endroit calme, se tenait Toboré, son ex, l'homme qui lui avait un jour conseillé de s'agenouiller pour la paix. Maintenant, il parcourait ses publications avec un regard triste. Il la voyait sourire, sa confiance, sa puissance grandissante. Il se souvenait du jour où elle était partie, et il ne l'avait jamais suivie. Il aurait aimé l'avoir fait, mais c'était trop tard. Le monde entier avait vu sa valeur, et elle aussi. Aussi n'était plus seulement la mariée giflée. Elle était devenue bien plus que ça. Un leader, une lumière, une voix qui refusait de se taire. Et ce n'était que le début. Aussi se tenait dans son nouvel atelier, entouré de croquis, de tissus et d'une douce musique de fond. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres tandis qu'elle posait la dernière perle sur sa nouvelle robe de mariée. Ce n'était pas n'importe quelle robe. Elle faisait partie de sa toute première collection de mariage. Un rêve qu'elle avait autrefois enfoui sous le poids de la peur et de la volonté de plaire, désormais exaucé avec audace et grâce. La collection s'appelait « Liberté en blanc ». Chaque robe racontait une histoire. Non pas celle de mariées parfaites, mais celle de femmes puissantes qui se sont choisies. Alors qu'elle portait l'une des robes pour un shooting, on pouvait voir quelque chose de différent dans ses yeux. Elle rayonnait. Mais cet éclat n'était pas dû à un homme. Ce n'était pas à cause de quelqu'un agenouillé à côté d'elle avec une bague. Non, aussi rayonnait parce qu'elle avait enfin appris à s'aimer, de faire confiance à son parcours, d'accepter son histoire. Avec toutes les cicatrices et la force qu'elle portait, le monde de la mode ne pouvait plus se lasser d'elle. Les créateurs l'ont contactée. Les magazines l'ont supplié de la présenter. Partout dans le monde, des mariés demandaient des robes de sa collection, en disant « Je veux me sentir forte comme aussi le jour de mon mariage ». Elle était devenue plus qu'une créatrice. Elle était un symbole d'estime de soi. Puis, discrètement, alors qu'elle s'y attendait le moins, l'amour la retrouva. Pas bruyant, pas forcé, mais doux et respectueux. Il n'essayait pas de la contrôler. Il ne lui demandait pas de se recroqueviller ou de s'agenouiller. Il se tenait simplement à ses côtés, lui tenant la main, la soulevant plus haut. Avec lui, elle n'avait pas besoin de supplier pour la paix. C'était naturel. Et quand il a finalement demandé en mariage, il n'a pas dit « Veux-tu t'agenouiller ?» Il a dit « Veux-tu te lever avec moi ?» Aussi sourit, parce que désormais, chaque pas qu'elle faisait était à ses propres conditions.